Bonjour et bienvenue à toutes et tous pour ce 4e webinaire du cycle Changement climatique, transition écologique et éco-conditionnalité, les enjeux et les solutions, proposé par la région Bourgogne-Franche-Comté en collaboration avec la SCOP Les Deux Rives et qui rythme notre mois de novembre jusqu'à début décembre, tous les mardis de 11h30 à 13h. 4e rendez-vous aujourd'hui sur le thème de la sobriété foncière. Vous êtes plus de 300 inscrits et inscrites, élus, agents de collectivité, syndicats mixtes et d'énergie, maître d'œuvre, concepteur, et on se réjouit toujours autant de cette mobilisation aussi forte sur ce cycle de webinaires. Nous vous rappelons que ces webinaires sont enregistrés et seront disponibles en replay sur le site internet de la région Bourgogne-Franche-Comté courant le mois de décembre. Donc Stéphane, Stéphane Prédebon de la région Bourgogne-Franche-Comté, si tu veux nous parler de la démarche du référentiel. La démarche éco-conditionnalité, eh bien, aujourd'hui, pour privilégier les projets vertueux, la région, elle fait évoluer ses conditions d'aide et elle met donc en place une éco-conditionnalité. Pour vous accompagner dans cette mise en œuvre, la région vous propose non seulement un accompagnement en ingénierie, mais aussi des cycles de webinaires. Donc, le premier de ces cycles, il nous permettra d'aborder ensemble les liens entre changement climatique, transition écologique et critères d'éco-conditionnalité, afin qu'on puisse examiner les enjeux et les solutions. Aujourd'hui, avec Christian, nous aborderons plus spécifiquement le domaine de la sobriété foncière. Donc ça, c'est notre critère d'éco-conditionnalité régionale, c'est-à-dire que pour toute construction, chaque thématique est soutenue par un grand objectif qui définit une grande trajectoire. Ici, c'est éviter l'étalement urbain. On demande donc que pour tout projet de construction, d'extension, d'aménagement public, si celle-ci est réalisée en dehors de la ville ou du village sur une emprise foncière jusqu'ici non artificialisée, eh bien, il faut justifier ce choix par la présentation de différents scénarios. Ça, c'est notre critère d'éco-conditionnalité pour la sobriété foncière. Très bien, donc ce cycle de webinaire a ainsi pour vocation l'acculturation et la montée en compétences des porteurs de projets en région Bourgogne-Franche-Comté dans le cadre de ce dispositif d'éco-conditionnalité autour du référentiel mis en place avec la direction transition énergétique, avec critérisation des aides régionales aux bâtiments et équipements. Et donc ces critères sont appliqués aux thématiques qui sont les 5 sujets des webinaires que vous voyez à l'écran: eau, biodiversité, déchets, sobriété foncière et énergie début décembre. Ok. Pour nous présenter en 2 mots, Hélène Buhlmann et Céline Ross, nous sommes cofondatrices de la SCOP Les Deux Rives. On a le plaisir d'animer ces webinaires pour la région Bourgogne-Franche-Comté en tant qu'actrice de la transition écologique, qui accompagnons les professionnels du cadre bâti vers la transformation des pratiques à l'aune de ces enjeux liés à l'urgence climatique. On œuvre sur les sujets de l'écologie du bâtiment au niveau national et notamment en région Bourgogne-Franche-Comté, en faisant monter en compétences et en mettant en réseau ces acteurs, professionnels et décideurs. Une expertise que nous déployons au travers de plusieurs métiers, dont la formation, l'animation du territoire, la création de ressources et le conseil au service du bâti alternatif. Et ce, en déployant une démarche, la démarche développement durable et qualité environnementale. Donc on se retrouve aujourd'hui sur le sujet de la sobriété foncière qui fait écho à une triple actualité. Déjà une actualité climatique saisissante dont toutes les projections nous alertent sur leur intensification et avec des intrications avec le vivant qui nous ont été rappelées lors des premiers webinaires consacrés à l'eau et à la biodiversité et sur lesquels on reviendra aussi un peu aujourd'hui. Donc l'importance de la prise en compte des sols et des trames vertes, bleues, brunes dans l'aménagement des territoires pour préserver la biodiversité, limiter l'imperméabilisation des sols et les phénomènes d'îlots de chaleur urbains et des éléments à intégrer dès la phase programmation, donc le plus en amont possible des projets et de façon connectée à toutes les autres thématiques environnementales. Également, une actualité liée à la mobilisation et à une mobilisation internationale qui peine à s'organiser, comme le démontre la dernière COP29 en Azerbaïdjan, avec un accord à minima sur la finance climatique et sans engagement réitéré sur la sortie du fossile, mais aussi avec une lueur d'espoir pour la prochaine COP qui aura lieu l'an prochain au Brésil et qui s'annonce plus portée politiquement par les acteurs locaux. Et enfin, une thématique qui répond à des enjeux de territoire qui font débat, notamment dans le cadre de la loi ZAN actuellement très discutée, mais qui amène aussi les acteurs à se positionner. En témoigne la récente prise de parole d'une centaine d'élus locaux la semaine dernière en plein Salon des maires de France
pour appeler les parlementaires à corriger les défauts du ZAN sans en compromettre les fondamentaux. Un appel qui a été publié avec le soutien de l'urbaniste Sylvain Grisot dans la Gazette des communes du 20 novembre 2024. Et pour parler de ces enjeux et surtout des solutions à déployer pour engager cette sobriété foncière, nous recevons aujourd'hui Christian Charignon. Christian, tu es architecte, urbaniste, expert et conférencier en qualité environnementale des bâtiments et des aménagements, gérant de l'agence Techné et cofondateur de Lieux Fauve. Pionnier de l'architecture et de l'urbanisme à empreinte carbone soutenable pour inventer le cadre bâti qui installe l'homme en équité et en équilibre dans sa biosphère. Tu es aussi à nos côtés formateur des DQE historiques sur tout le territoire national. Ton propos avec nous ce matin, tu pars du constat que le phénomène de la maison individuelle est ahistorique, au sens où il n'existait pas massivement avant les Trente Glorieuses et qu'il ne peut persister compte tenu de ses incidences sur l'environnement, notamment sur la ressource foncière. Il existe des formes urbaines susceptibles d'allier densité et un désir d'un chez-soi bien légitime. Cette présentation expliquera le pourquoi il faut changer de modèle d'aménagement dominant et comment le faire en montrant des expériences concluantes. Stéphane, tu as déjà présenté les objectifs du référentiel, mais en termes de sobriété foncière. Donc, on va, pendant les 2 temps de ce webinaire, être en lien avec ces thématiques fil rouge. Lors d'un premier temps sur la problématique et les données de base du sujet de la sobriété foncière pour préserver le vivant dont nous sommes tous dépendants et renforcer le vivre ensemble. Puis un deuxième temps consacré à 4 retours d'expérience avec différents points d'entrée, densifier, recycler, réhabiliter et agrandir. Pour aujourd'hui, nous sommes ensemble jusqu'à 13 h avec notre intervenant expert, donc Christian Charignon, avec qui nous avons la joie de poursuivre ce cycle de webinaires sur le sujet sobriété foncière, se resserrer pour préserver le vivant et intensifier le vivre ensemble et sa contribution aux enjeux climatiques. À toi, Christian. Alors bonjour, merci de cette invitation et de ce travail autour de cette... c'est toujours un moment important parce qu'en 20 minutes, arriver à synthétiser un sujet, c'est pas toujours évident. Donc je vais essayer effectivement dans un premier temps, dans les 20 premières minutes, de partir d'un tout petit slide d'histoire pour arriver jusqu'à le comment faire dans la deuxième partie. Et puis, en effet, après un temps d'échange, on essaiera de voir 4 réalisations. Très concrètement, dans qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on coince encore dans cette approche du resserrement qu'il nous faut pourtant absolument mettre en œuvre. Alors, je commence avec cette diapositive parce qu'elle est assez instructive. Vous avez une image qui parle d'à peu près toute la France. Vous avez effectivement une croisée de chemin avec un centre-bourg au centre qu'on dira consolidé, c'est-à-dire historique, où on s'établissait le long de la voie, principalement. Et puis, très vite, on voit que l'essentiel de la tâche urbaine de ce village qu'on ne citera pas, puisque c'est un village comme un autre français, eh bien, nous avons donc cette plaie qui s'étend de toutes parts sur les terres agricoles, avec des conséquences qu'on va voir assez vite, et qui fait que entre 1600 et 1945, donc 3 siècles et demi à peu près, on est passé de 1 à 4% du territoire français artificialisé. Et puis, quelque chose de complètement, effectivement ahistorique s'est passé après la guerre, jusqu'à maintenant, puisqu'on a doublé plus que doublé cette tâche artificialisée. On est maintenant à 9,5%, on a fait 2,4, pendant que la population, elle, ne croissait pas dans cette même proportion. On a évidemment un accroissement de population très sensible, mais qui est passé de 40 à 68 millions, c'est-à-dire fois 1,7. Et donc bien là, quelque chose qui s'est passé, c'est-à-dire que pour mettre les mêmes gens, il nous a fallu plus de terre, plus de terrain pour habiter et pour évidemment toutes les activités de l'homme. Vous voyez que le parc de logement est passé de 12 à 38 millions dans cette même période-là, c'est-à-dire qu'elle est allée donc beaucoup plus vite que les 2,5 qui sont notre point de référence. Alors, ça s'est pris où cette histoire-là? Très clairement, on est allé chercher des terres libres, des terres faciles, des terres
Donc la plupart du temps, effectivement, souvent en plaine. On a aussi défriché, on a aussi pris sur l'espace naturel, pas seulement sur l'espace agricole, mais sur l'espace agricole, notre surface, donc qui nous livre nos aliments, eh bien, a baissé de 36 à 29 millions. Elle a perdu donc quasiment un quart de ses surfaces. Et l'espace naturel dans la même proportion. Donc, on est là devant un phénomène qui a beaucoup aidé la retraite de nos aînés, hein, puisqu'il faut quand même juste rappeler que juste après-guerre, dans les années 50-60, on instaure la retraite en France, comme vous le savez, par le Conseil national de la résistance à la sortie de la guerre. Mais comme il y a un décalage entre la génération qui cotise et la génération qui est pensionnée, eh bien, évidemment, nos grands-pères, enfin même mon grand-père, n'avait pas de pension, puisque ça commençait tout juste. Et c'est principalement ça le phénomène économique qui est derrière, c'est que nos paysans ont pu vendre de la terre qui coûtait 3, eh bien 30 voire 300 dans certains endroits, pour constituer le pécule qui leur a permis de commencer à prendre de la retraite. Donc c'est un phénomène qui est à la fois sociologique, économique, mais qui s'est traduit par cette plaie quelque part, puisque aujourd'hui c'est très énergivore, c'est très dépensier d'entretenir une tâche urbaine aussi diluée, aussi diffuse, hein, comme on parle en urbanisme. Et donc, en 50 ans, la France, elle a finalement bétonné autant de terre qu'en 5 siècles. Donc, c'est quand même juste impressionnant. Et c'est là qu'il y a quelque chose qui est anormal, au sens atypique, dans l'histoire. Alors, pour juste donner deux éléments de comparaison, l'état des lieux aujourd'hui, sur à peu près 56 millions d'hectares en France, vous en avez à peu près 5 millions qui est artificialisé, 27 qui est en agricole, c'est-à-dire 50%, à peu près la moitié, et puis il y a encore 40% qui est en espace naturel. Ça, ce sont les statistiques nationales métropolitaines. J'ai exclu les départements d'outre-mer qui corrigent un peu cette chose-là, pas dans des proportions phénoménales, mais un peu quand même, puisque vous avez comme vous pouvez le constater sur le graphique, la Guyane qui, elle, est principalement en sol naturel et qui vient donc assez fausser les moyennes et qui n'est pas un petit département, qui est une grande pièce de territoire. Donc si on en reste, et vous voyez que vous êtes très très vite derrière, hein, la Bourgogne-Franche-Comté, puisque vous arrivez troisième après la Corse, donc deuxième si on exclut la Guyane, avec effectivement un peu plus de terres agricoles, un peu plus d'espace naturel, donc un peu moins d'artificialisé. C'est sensible, hein, c'est 2,5 points de moins que la moyenne nationale. Alors, pour continuer sur le traçage un petit peu de l'histoire récente, si on prend la dernière décennie, qui est la décennie qui va servir de référence dans les lois qui s'appliquent aujourd'hui, en particulier du ZAN, on a quand même consommé, donc, dans cette dernière décennie, 243 000 hectares qui sont passés d'un usage donc, naturel et agricole vers un usage artificialisé. Et si on détaille un tout petit peu comment ces 243 000, donc 24 000 à peu près hectares par an, hein, qui passent, on voit bien que pour l'essentiel, et c'est le graphique de droite, c'est pour les 2/3, 67%, l'habitat qui a consommé cette surface nouvellement artificialisée. Et puis ensuite, ce sont les activités industrielles et commerciales pour à peu près 25%, ce qu'on appelle les boîtes à chaussures qui qualifient les entrées de nos villes, hein, qu'on a adoré implanter à perte de vue. Et puis, il reste un petit peu derrière d'infrastructures, principalement les autoroutes, les LGV et des choses comme ça.
Ça fait que quand même, ça représente le Luxembourg en 10 ans, hein. Et si on revient à chez nous, c'est quasiment un demi-département moyen, hein. Le demi-département moyen en France, il est autour de 5900 km². Bon, bah, vous voyez que 243, 2430 km², bah, ça fait ça. Un demi-département par an, c'est pas rien, par 10 ans, pardon, hein, pour être précis. Ça n'est pas rien et c'est suivi régulièrement. Alors, ce qu'on peut voir quand même sur ce dessin, et c'est important de le dire, vous voyez qu'on est passé quand même d'une décennie à l'autre, pratiquement en chutant de 10 000 hectares par an. Hein, c'est-à-dire qu'on était autour de 30 000 jusque dans les années 2010, 2011, et puis progressivement il y a eu cette chute. Donc il y a déjà une première sensibilisation, une première prise de conscience que de toute façon le rythme effréné sur lequel on était n'est plus tenable. Et on vient maintenant sur plutôt effectivement 22, 23, 24, ça dépend des années, mais on a déjà fait un premier pas. Alors pourquoi c'est intenable? Pourquoi faudrait-il s'affoler? 9,5% de la tâche artificialisée, vous allez quand même pas nous embêter, hein, finalement, avec tout ça. Eh bien parce que finalement, on est pris dans un ciseau quelque part. Artificialiser des sols agricoles et des sols naturels, c'est, première chose, c'est évidemment diminuer les surfaces de production de nos aliments, de macronutriments, de la vie animale et végétale, que ce soit d'ailleurs dans l'agricole ou dans le naturel. Or, nous ne sommes qu'une pièce du vivant. Moins on a de ressources et moins on sera aussi dans un bien-être. Donc ça, c'est la première idée. Je rappelle quand même qu'au niveau du monde, globalement, nous sommes 8 milliards, nous allons être 9,5 milliards et qu'il faudra progressivement nourrir de plus en plus de bouches à l'échelle mondiale. Même si en Europe, nous ne sommes plus tout à fait sur ces rythmes-là. La deuxième chose, c'est abîmer le réservoir de biodiversité. Évidemment, vous avez déjà eu là-dessus un webinaire et vous savez très bien que ce réservoir de biodiversité, c'est là-dedans qu'on va puiser pour pouvoir s'adapter, et notamment toutes les espèces végétales. Et donc, plus on les abîme, plus on assèche les zones humides, plus on réduit ce réservoir et moins on trouvera la suite pour vivre sur cette terre qui va très sensiblement se modifier. Ne serait-ce que l'abeille qui n'en peut plus et qui est en train de mourir à grande vitesse et qui pourtant offre une fonction essentielle, évidemment, écosystémique, puisque c'est elle qui permet la fécondation, en particulier des fruits et de bien d'autres végétaux. Bon, c'est diminuer le stockage du carbone. Le stockage du carbone, comme vous le savez, ben, évidemment, il est fait par l'assimilation chlorophyllienne, cette assimilation chlorophyllienne qui est le propre de l'arbre, de transformer du CO2 en carbone d'un côté en O2 de l'autre, donc l'oxygène qui nous permet de vivre sur cette terre. Donc à chaque fois, évidemment, mais la couche herbacée a aussi une grande fonction. Ça n'est pas que les arbres. C'est diminuer l'infiltration des eaux pluviales, puisque forcément, même quand on fait aussi bien qu'on le peut la gestion de l'eau dans une urbanisation, on va forcément aggraver quelque part le risque d'inondation. Ou en tout cas, il va falloir le compenser et ça coûtera. Et puis, c'est augmenter les températures locales et globales. Parce qu'à chaque fois qu'on urbanise des grandes portions, des grandes parcelles, on constate, c'est mesuré, qu'on a un échauffement local qui ne nous amène pas à l'îlot de chaleur, évidemment, qu'on va trouver dans les grandes villes, mais qui quand même, effectivement, nous montre qu'il n'y a plus de brouillard, etc., etc. Et donc, tout ça mis bout à bout, les 243 000 dont on a parlé tout à l'heure sur 10 ans, ça finit par créer, effectivement, globalement un échauffement. Et puis, ça a une autre conséquence, ça a des conséquences pas seulement environnementales, ça a des conséquences sur la vacance des logements. On a constaté depuis 40-50 ans la dépréciation des centres-bourgs, des centres-villes. Énormément de villes moyennes ont des difficultés majeures à maintenir le commerce en ville, à maintenir de l'habitat en ville, parce qu'en périphérie, on est allé conquérir des territoires pour poser des maisons individuelles les unes à côté des autres. Et donc la vacance, ce qu'on appelle la vacance, est énorme de logements, on y reviendra tout à l'heure.
Il y a aussi le commerce de centre-ville qui, évidemment, ne tient pas à partir du moment où on a mis 3 supérettes à l'extérieur et que, évidemment, ça vide de son sens à ce moment-là le parcours chaland. C'est enfin les ressources qu'on prélève pour viabiliser ces terrains. Ça ne se fait pas comme ça, de transformer un terrain agricole ou naturel en parcelle viable, susceptible d'accueillir des habitations, des logements ou des équipements. Il faut desservir, il faut tirer des réseaux d'assainissement, d'eau, d'électricité, de gaz, de tout ce que vous voudrez, de moins en moins de gaz, mais d'électricité en tout cas, de communication web et tout ce que vous voudrez. Et donc tout ça, ça s'entretient dans le temps aussi. Donc c'est des charges. Hein, c'est le point d'après, c'est-à-dire que c'est des services publics qu'il faut mobiliser parce que c'est très distendu et ça n'est pas regroupé, aggloméré. Voilà. Donc, c'est des ordures ménagères qu'il faut aller chercher de plus en plus loin, c'est des transports en commun que les gens vont réclamer forcément au bout d'un moment pour pouvoir, etc. Donc, tout ça, ça vient de cette dispersion de l'habitat en particulier. Mais pas que. Il y a aussi beaucoup d'équipements publics qui préfèrent aller se mettre au milieu de la pampa avec un grand parking pour pouvoir mobiliser la voiture, garer la voiture, et qui, par conséquent, va créer évidemment en cascade des conséquences, en particulier sur les déplacements. Et c'est mon dernier point, c'est le déplacement contraint, celui qui est lié à cet éclatement de la ville consolidée historique qui regroupait toutes les fonctions en un seul format. Bien sûr que quand vous commencez à mettre la salle de sport d'un côté, les commerces de l'autre, l'habitat dans un troisième, bah, si vous n'avez pas quelque chose qui relie tout ça et qui s'appelle la petite automobile qui coûtait pas cher, hein, je dis bien, eh bien ça marche difficilement. Donc vous conduisez forcément les gens à emprunter de plus en plus la voiture et c'est ce qui s'est passé en 40-50 ans. Alors tout ça, au final, c'est du gaz à effet de serre. C'est très simple. Et c'est évidemment de l'effondrement de la biodiversité. On parle de la 6e extinction. Vous l'avez dû le voir dans les webinaires d'avant. Voilà pourquoi cette sobriété foncière, elle est même première. Avant de parler d'énergie, d'eau, de tout ce que vous voudrez, la première chose, c'est déjà commencer par là, c'est-à-dire commencer à se resserrer. Parce qu'il y a urgence à s'adapter, évidemment, à ce réchauffement climatique et d'essayer de l'atténuer, bien sûr, hein, qui sont les deux grands leviers. Au rythme actuel, qui est de 40 milliards de tonnes de CO2 émis chaque année supplémentaire dans l'atmosphère, il nous reste à peu près une vingtaine d'années, un peu moins, pour ne pas dépasser le 2 degrés de réchauffement, qui est la limite posée par les accords de Paris de 2015. Le 1,5 qui était aussi dans cet accord est en voie d'être effacé. Ça y est, on l'a dépassé en 23, en 24. Bon, il faut plusieurs années pour qu'on dise qu'on l'a vraiment dépassé, mais c'est déjà pratiquement fait. Et puis, tout dépend où on habite dans le monde, hein, parce qu'on n'est pas tous égaux du point de vue du réchauffement climatique. Mais aujourd'hui, le 2 degrés, il faut bien l'avoir en tête, c'est ce qu'on appelle un point de basculement, c'est-à-dire que les scientifiques ne savent plus, derrière, modéliser qu'est-ce qui va se passer. Les rétroactions, les rétroboucles sont tellement compliquées qu'on pense qu'il y a des risques d'effondrement, véritablement, de la vie sur Terre. Et donc, il ne faut pas le dépasser, ce 2 degrés. On a 20 ans et pas plus pour l'endiguer. C'est repris ici dans la très récente plan national d'adaptation au changement climatique présenté par le Premier ministre sur le parking de Carrefour du Rive de Gier, hein, pas loin de chez nous ici, quand il y a eu les dernières inondations il y a 15 jours, 3 semaines, et il dit ça aujourd'hui, là, c'est pas les écolos barbus qui vous parlent, c'est le Premier ministre qui vous dit 2 degrés en 2030, 2,7 en 2050, 4 degrés en 2100, c'est la trajectoire aujourd'hui. Et donc, ces conséquences, les températures qui montent, les précipitations extrêmes, la modification de la biodiversité, les mouvements de terrain dus aux chutes, glissements, gonflements, etc. Je ne parle pas de la mer et de la montagne, ça vous intéresse moins, on est déjà plus loin. Mais bon, voilà, ça, c'est ce qui base aujourd'hui les politiques publiques et auxquelles, de toute façon, on est tous censés répondre.
Je suis trop lent. Je vais un peu plus vite. Euh, alors, voilà. En gros, si vous voulez, pour arriver à gagner ce pari, il va falloir tout réduire. Bon, nous, aujourd'hui, on parle du foncier, mais il y a bien d'autres sujets sur lesquels il faudrait commencer à être un peu plus frugal. Eh bien, à l'échelle du monde, on estime que vu que les humains se massent de plus en plus autour des villes pour avoir de l'emploi, la seule construction des villes émettra, là, dans les années qui nous restent, là, d'ici 2050, 470 milliards de tonnes de CO2. C'est-à-dire que c'est plus que la moitié du crédit de carbone qui nous reste. Hein, Jean Jouzel le disait, c'est plus que la moitié de la facture de CO2 autorisée. Rien que nos domaines de l'aménagement, de la construction, etc. Et c'est pourquoi il est impératif de changer de mode d'aménager, de construire. Et, et évidemment qu'il va falloir maximiser ce qui est là et qu'il va falloir le remployer, le retourner, etc. et en finir avec ça. Alors, la perspective, c'est le ZAN. C'est effectivement un sujet de grande actualité puisque le Premier ministre a mis en place un groupe de travail sur l'évolution de la loi. Et Céline a rappelé qu'effectivement, il y a quand même des élus qui ont commencé à s'y mettre. Alors, qu'est-ce que ça dit, ça? Pour vraiment arriver à stopper ce phénomène de fait de lotissement et de boîtes à chaussures à perte de vue en entrée de ville, et toujours grignoter un petit peu plus, le législateur a posé dans sa loi de 2021 climat et résilience un principe qui s'appelle donc le zéro artificialisation nette d'ici 2050. Ça veut dire net, zéro artificialisation nette, il n'y aura plus 1 hectare de prix, 1 mètre carré de prix sur l'agricole ou le naturel en 2050 sans qu'il soit compensé par la restitution d'une friche ou d'un mètre carré qui était artificié et qui va devoir revenir au naturel pour qu'il y ait zéro. Ça, c'est 2050. Il y a un premier objectif qui est celui qui maintenant fait râler, c'est celui de fin 2030, 1er janvier 31, qui divise par deux le rythme de construction. Les maires ont reçu très récemment, l'année dernière et en ce moment, par rapport à la consommation mesurée sur leur terrain dans la dernière décennie, entre 2011 et 2020, sur cette dernière décennie, on a calculé combien avait été consommé et effectivement, ils ont reçu par les autorités étatiques la consommation qui leur reste et qui est déjà de moitié moins. Si vous aviez consommé 24 000 hectares, eh bien vous n'avez plus que 12 000 hectares devant vous. Alors évidemment, c'est réparti au niveau de la région, donc après il y a des discussions très fortes dans les territoires pour savoir qui va prendre dans cette enveloppe restante, mais c'est ça le principe. Alors il y a une loi de 2023 déjà engagée par le Sénat qui a et chercher à mieux accompagner les élus locaux, à territorialiser cette loi de 21, c'est pour ça que ça a été consulé aux régions, et puis qui a introduit cette fameuse garantie communale, qui est ce fameux hectare mis encore à disposition dans certaines communes. Encore un petit peu, s'il vous plaît, monsieur le bourreau. Comme vous pouvez voir sur le graphique, vous avez donc ce qui se passe depuis une décennie, hein, on est en 21, et puis ce qui va devoir se passer maintenant, à partir de maintenant, entre 22 et 2030, pour qu'effectivement on passe de nouveau un palier, comme on a vu qu'il y avait eu un palier entre 2030 et 2020, eh bien il va y avoir un palier maintenant qui va devoir se franchir et qui divise par deux avant d'arriver en effet en 2050 au zéro. Alors, cette stratégie de la sobriété foncière, elle est déclinée dans les documents d'urbanisme et de planification. Ces documents, je les rappelle, il y a une pyramide. Hein, vous avez d'abord le schéma régional d'aménagement et de développement durable et d'égalité des territoires qui est porté par l'État, qui peut prendre différentes appellations, mais c'est le premier étage. Le deuxième étage, c'est les SCOT, et qui vont devoir intégrer ces objectifs par tranche, territoire par territoire, secteur géographique par secteur géographique. Ça va se faire entre 2024 et 2027. Et s'il n'y a pas, si en l'absence de SCOT, c'est les PLU et les cartes communales qui vont devoir le prendre en charge.
Et sinon, ces PLU et ces cartes communales vont devoir évidemment se conformer au SCOT, voire aller un peu plus loin. Et la loi est quand même assez sévère puisqu'elle prévoit que s'il n'y a pas d'intégration dans les documents d'urbanisme de premier niveau, les PLU, les cartes communales, s'il n'y a pas effectivement d'intégration des objectifs de réduction, alors il n'y aura plus d'autorisation d'urbanisation dans les zones AU. C'est aussi simple que ça. À chaque fois, les PCRI seront donc retoqués. C'est clair, c'est net, c'est la direction. Alors, comment on fait ça? Ben, c'est clair. Il faut d'abord reprendre la main sur l'aménagement du territoire. Il n'y a pas de secret via les documents d'urbanisme. Et puis, c'est là qu'il faut commencer à bien savoir où est-ce qu'on va maintenant urbaniser, dans quoi, etc. Je voudrais que vous vous attardiez une minute sur le dessin qui est là, sur le graphique qui est là. Euh, Si vous regardez le pourquoi, je le fais à l'envers, vous avez 170 000 hectares de friches en France. Vous le rapprochez aux 243 000 hectares que j'ai dit les 10 dernières années, vous voyez que si on se resserre un tout petit peu et qu'on mobilise ça, on peut déjà, ça ne veut pas dire qu'on est en train de... La sobriété foncière n'est pas égale à arrêt de la construction. Hein, on est bien d'accord. On est encore un pays à croissance démographique. Donc, il y a bien encore des besoins à couvrir. On est bien d'accord avec ça. Mais il y a d'autres moyens de faire. Ces 170 000 hectares, c'est 1,3 million de locaux vacants en France. D'accord? Donc là aussi, il y a quand même du potentiel. Tout n'est sûrement pas transformable, mais il y a quand même un vrai inventaire à porter. Et voilà, donc c'est en plus plébiscité par les Français. Ça, il faut le savoir. C'est-à-dire que les Français, effectivement, ils préfèrent effectivement aller faire leurs courses pas loin que d'être obligés de prendre la bagnole pour aller ceci, cela, porter l'enfant et je ne sais quoi. Hein. Donc, on est à un moment où effectivement, il va falloir totalement retourner la galette et prendre des lunettes qui nous disent que plutôt que d'aller toujours consommer, s'étendre, etc., il va falloir faire avec ce qui est là. Et on a déjà beaucoup, on a vraiment beaucoup pour préserver cette nature et continuer à construire dans la tâche existante. Alors, une diapo seulement sur le logement, mais c'est quand même le sujet. C'est-à-dire que si on dit, l'année dernière, sur 287 000 logements, alors ça varie, 250, 300, ça dépend des années, en ce moment c'est pas bon. Bon, sur 287 000 logements, en 2023, vous en avez 143 qui sont encore des logements individuels, c'est-à-dire 50%. Ça ne va pas pouvoir continuer indéfiniment. Alors, dans l'individuel, vous regardez l'échelle graphique qui est à droite, vous pouvez constater qu'on classe dans l'individuel des choses qui n'en ont rien à voir. On part d'une densité, la maison sur ses 2000 mètres carrés, et on est à 5 logements à l'hectare. Donc ça, celle-là, elle a déjà plus lieu, hein, c'est quasi terminé. Dès qu'on est sur du lotissement avec une procédure, on va arriver vers du 20 logements à l'hectare. Et puis l'individuel dense, c'est quoi? Ben, c'est la maison, c'est la rue du village, c'est la rue centre, c'est la rue de la ville, avec du R+1, des fois du R+2, qui accepte de partager un mur avec son voisin, ou des fois un plancher, voilà, mais qui a son petit cours, son petit, etc. On reste dans l'individuel, et là, vous voyez qu'on monte à 50 logements à l'hectare. C'est-à-dire autant que ce qu'on appelle l'intermédiaire qui se définit en France entre l'individuel et le collectif, hein, l'intermédiaire, c'est le logement où on accède par une voie privée à son logement, mais il n'y a pas de partie commune. Hein, voilà. Puis après, on rentre dans le collectif, ce qui est quand même plus déjà des densités de grandes villes, 140 à 245 logements à l'hectare. La petite photo que je vous ai mise montre bien qu'il y a moyen de rester dans cette gamme entre on va dire, le 25 et le 50. Si on faisait ça, on n'est pas en train de dire qu'il faut faire des immeubles partout, très grands, etc. D'ailleurs, on le sait par étude que les grands ensembles sont peu denses. C'est pas ça le modèle. Le modèle, c'est effectivement plutôt la ville consolidée, la ville qui se resserre, qui reste basse et qui offre souvent un grand espace extérieur.
Alors, ça, c'est le premier levier. Le deuxième levier, c'est d'arrêter d'étendre et de disperser les équipements. Les gens ont envie, effectivement, de pouvoir disposer à 3 minutes d'un jardin, d'une crèche, d'une boulangerie, à 500 mètres, 6 minutes, un café, un centre médical, un bureau de poste, etc. À 8 minutes, un équipement sportif, et puis à 10 minutes, le collège, et à 12 minutes, le lycée. Voilà. Donc, c'est une roue, évidemment, assez théorique, mais si vous mettez ça, évidemment, en application, là, vous n'êtes plus dans le déplacement contraint et donc dans l'émission qui va bien avec. Et je rappelle quand même que si on sécurisait, et là je parle particulièrement du périurbain et de la campagne, hein, parce qu'en ville, ça y est, les efforts sont faits, mais dans vos territoires, on a encore beaucoup à faire. J'habite la campagne, je la connais bien, pour sécuriser le déplacement mode doux de roues, qui aujourd'hui avec l'assistance électrique est une vraie alternative. Une vraie alternative. On mesure vous avez le schéma de droite qui vous indique que si je me mets hors aire urbaine, nous avons pratiquement 10% qui peut basculer vers la marche, des déplacements motorisés, hein, et pratiquement 30% vers le vélo. C'est-à-dire que l'un plus l'autre, ça fait 40%. Il y a 40%. Or, qu'est-ce qu'on constate encore aujourd'hui? C'est que près de la moitié des déplacements motorisés font moins de 3 km. Et vous en avez encore 25% qui font moins d'1 kilomètre. Ça veut dire qu'on est tous PMR quelque part. On est tous en train on sait plus se déplacer avec juste nos pieds, nos pattes, ou en poussant sur un vélo. Et pourtant, le vélo, comme vous pouvez voir, 3 km, c'est moins de 10 minutes, enfin 12 minutes quand on va pas vite, hein. Quand la voiture, quand elle est dans le bouchon, c'est une demi-heure, etc., etc. Donc, il y a là des alternatives absolument crédibles à condition de sécuriser. Personne ne laissera aller son gosse aller au collège si effectivement il est sur la RD, sur le bas-côté, avec les camions ou les voitures qui le frôlent. Donc, c'est bien de l'aménagement du territoire qu'il faudra faire. Et 5, une 5. Bon, bah, je suis bon. Donc, un autre levier, c'est qu'avant de s'étendre indéfiniment sur la pampa, il nous faut évidemment mobiliser ce qu'on appelle donc la dent creuse, hein, c'est-à-dire tout ce qui reste dans le territoire qu'on étudie pour mobiliser ces terrains-là avant d'aller chercher en périphérie et au-delà du- de la tâche urbanisée. Ici, un exemple, hein, on a beaucoup travaillé lors de la révision du PLU de Montbrison dans la Loire, où il y avait un nombre incroyable de sites dans la tâche urbaine qui sont en plus des délaissés, qui sont la plupart du temps servent à rien, ils sont moches, etc. Et on peut au contraire en faire à ce moment-là projet, société et recoudre plein d'éléments entre eux, redonner du lien, redonner du sens, redonner des repères, faire vraiment du projet urbain et développer donc dans la tâche, bah là en l'occurrence sur ces 5 hectares, tout en gardant les corridors écologiques, hein, bien entendu, faire une centralité qui accueille entre 180 et 250 logements en l'occurrence. Un des territoires qui a le plus mangé, qui est au pied du forêt. Voilà, donc les dents creuses, les étudier. Alors oui, c'est plus compliqué, on le sait, on y reviendra tout à l'heure. Et puis, deuxième nouveau levier, c'est recycler les friches. Ici, un concours qu'on a fait l'année dernière sur la transformation des friches carcérales de Riom pour y accueillir une université, des logements, un hôtel, euh, voilà, en transformant, bien entendu, hein, en agrandissant, en rehaussant, etc. Donc, vraiment, il y a moyen là, surtout que la plupart du temps, elles sont très bien positionnées dans la ville, justement, et elles peuvent rendre les services qu'on attend d'elles sans avoir à aller se mettre à l'extérieur. Il y a plein de projets comme ça, hein, bien entendu. Et puis, il faut quand même parler des zones commerciales, parce que si on continue de toute façon alors, les grandes surfaces commerciales, c'est fini, même la loi le dit, à 10 000 m², on n'en parle plus. Bon, sauf exception.
Mais là, je ne parle pas des 10 000, je parle de plus petits que ça, et qui sont effectivement la schizophrénie qu'on peut rencontrer dans les territoires. C'est-à-dire à la fois des élus qui vont se plaindre que effectivement le petit commerce est mort en ville, et puis qui vont autoriser dans une autre instance des petits supermarchés ou des moyens supermarchés, des supérettes, etc., qui vont évidemment mettre à mal. Et moi, je l'ai vécu dans mon territoire. En 5 ans de temps, tout a disparu parce que, en plus de la petite supérette, et bien évidemment, vous avez le boulanger, etc., qui s'y met. Et voilà. Donc ça, c'est quand même une vraie question qu'il faut se poser. Et puis, il y a un thème aussi plus difficile encore à aborder, qui est la zone économique. Et ça, les zones économiques ont été structurellement bâties avec du parking tout à plat, avec de la place énorme, tout est en enrobé, elles sont vieillissantes, les réseaux sont saturés la plupart du temps, et là il y a un vrai sujet, parce qu'il faut bien continuer à accueillir de l'activité, hein, c'est clair, et donc il faut en effet là bien étudier et voir qu'est-ce qu'on peut mobiliser facilement, un peu plus difficilement quand c'est très privé, mais il y a des leviers et il y a des études pour ça. Et je termine avec cette diapositive, c'est qu'il n'y a rien à faire. Si on veut gagner ce pari-là, il faut se faire aider. Et il n'y a pas d'ingénierie dans beaucoup des territoires que nous, on rencontre, sur lesquels on bosse. Et donc, il y a moyen, effectivement, il faut déjà faire des bons diagnostics, bien se faire conseiller, etc. Donc, il faut de l'ingénierie, puis les financements qui vont aller derrière. Et énormément de choses sont même mises en place par l'État. Vous le voyez ici, des livrets, le CEREMA, l'ADEME, etc., constituent des observatoires de l'artificialisation, font des sites pour aménager, disposent d'un outil numérique pour simuler, etc. Tout ça, c'est pas connu, mais c'est à disposition. Et là, c'est là que votre ingénierie peut vous aider. Un mot pour finir, on ne peut plus considérer seulement le prix coûtant de l'investissement du foncier. Évidemment que c'est moins cher d'aller chercher un bout de terrain en périphérie. C'est moins cher là, si je regarde mon porte-monnaie et ce que je dépense. Mais si je regarde les externalités que ça va créer, c'est-à-dire les réseaux, comme on a dit, les gens qui vont devoir se déplacer, qui font de plus en plus de kilomètres, etc., pour travailler, etc., tout ça, ce qu'on appelle des externalités, ça a un coût. C'est la Sécu qui le reprend quelque part. Le CO2, il n'est pas encore chiffré, mais il a un coût. La preuve, c'est qu'il est en train de nous détruire des zones entières et ça casse du PIB. Ça a un coût. Tout ça, ça a des coûts qu'on n'intègre pas dans le coût d'investissement, ce qu'on appelle le coût global. Alors, du coup, c'est assez facile, effectivement, de démontrer qu'un terrain vierge à la périphérie eh bien, a toutes les chances de partir mieux que, et en effet, une dent creuse où il va falloir travailler, négocier, mettre les gens autour de la table, etc., etc. Voilà. Merci Christian pour ce premier temps très complet de présentation qui a bien posé le pourquoi, le où et le depuis et de où et de quand on part. Quand on parle de l'étalement urbain et de ses conséquences en termes, tu le citais notamment d'autonomie alimentaire, de biodiversité, de préservation et de gestion des ressources, notamment l'eau, d'empreinte carbone, d'économie locale, etc., et des leviers pour engager ce resserrement et cette sobriété foncière qui sont la première urgence pour éviter le point de bascule en maximisant l'existant, notamment avec le ZAN, pour stopper ce phénomène et les impacts écologiques, économiques et sociaux qui en découlent. On a quelques remarques, questions sur le chat, dont une recommandation de ressources pour aller plus loin, les travaux de Frédéric Errand sur la mobilité urbaine liée à la voiture. Une remarque d'un participant qui nous rappelle que pour les 2 degrés, c'est mal engagé, qu'on va vers 3 ou 4 degrés et que les actions d'aujourd'hui ont un impact dans 50, 75 ans, donc le décalage est assez énorme à imaginer aussi. Et une question, quid de la surélévation pour se resserrer? Alors, bien entendu que même le plan national l'évoque, hein, que le 2 degrés, il est passé très vite. Il sera là en 2030, on est à 2,7 et plutôt 3 en 2050, etc.
je voudrais dire une chose d'abord là-dessus, c'est que euh, si on s'en borne à, si on se borne aux scénarios les plus probables, euh, allez vite chercher une falaise pour vous suicider ou un fleuve pour vous noyer, enfin je ne sais pas, mais trouvez quelque chose parce que de toute façon, effectivement, c'est tellement inimaginable, c'est tellement sidérant au premier sens du terme que les bras vous en tombent et que c'est fini. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? En réalité, il n'y a qu'une chose à faire, c'est faire là où on est son petit apport, hein, c'est le colibri, d'accord? Et chacun doit, à son poste, à sa responsabilité, citoyenne, élu, usager, ce qu'on voudra, faire ce qu'il a à faire. Bon, en l'occurrence, ce matin, on parle de sobriété foncière, et donc il est important qu'effectivement chacun prenne conscience qu'à chaque fois qu'on prend un morceau, il y a probablement une alternative possible dans son territoire. C'est ça qu'il faut comprendre. Et donc, c'est un changement véritablement de ces 50 ans d'accroissement, de dilapidation qu'on croyait infinie, qu'il faut changer. Et, euh, et ça suffit à se garder vivant et à rester sur Terre. Pour moi, en tout cas. Alors, la question de la surélévation, on va y venir dans les Rex tout à l'heure, hein, c'est très clair, on l'a montré aussi dans une des photos là tout à l'heure sur Rion. La grande difficulté aujourd'hui, c'est que le décalage, il est entre la règle et ce qu'il faut faire. On va le voir dans tous les exemples qu'on montrera tout à l'heure, c'est que toutes les règles, parfois très très anciennes, si je parle de la ventilation naturelle dans le bâtiment, elles datent des années 80. Elle n'a pas été actualisée depuis 30-40 ans. Et alors, les règles de sismicité, de structure, de RD, enfin tout ce que vous voudrez, toutes ces règles-là forment un corpus qui nous tienne l'aménagement et le bâtiment à l'aune de justement le neuf, l'extension, le machin, le truc. Donc maintenant qu'il va falloir faire différemment, ben, ces règles s'appliquent toujours et c'est très compliqué de convaincre toute la chaîne d'acteurs de surélever, par exemple, ou de densifier, ou de ceci, ou de cela. Voilà. On a vraiment aujourd'hui un grand problème, et ça c'est la responsabilité de l'État, parce que c'est lui qui donne la règle, hein, et tout le corpus qui va avec de DTU, etc., enfin de règles de calcul, tout ce qu'on voudra. Mais le dernier exemple de ça, par exemple, c'est la RT. La dernière RT nous raconte encore des boniments sur la thermique d'hiver, comme s'il fallait encore dimensionner sur la thermique d'hiver seulement les bâtiments. Alors même qu'on va crever, non plus de froid, mais de chaud. On va mourir de chaud. Et bien la RT, elle continue à croire qu'on ferait -10, etc., et qu'il faut surisoler, surmachiner, etc. Elle est décalée. On a des cerveaux qui sont décalés parce qu'ils n'arrivent pas à se projeter dans ce qui va être le demain. Donc voilà, la surélévation s'inscrit dans ce problématique-là. Très souvent, c'est souvent une solution et une excellente solution, mais on va vous dire, ah ouais, mais moi je suis incapable de calculer les fondations d'un truc surélevé qui a je ne sais pas quoi, est-ce qu'il y a même des fondations, donc il faut faire des sondages dans tous les sens, retourner la maison en gros, et donc là vous avez meilleur temps d'y mettre un coup de boule. Et c'est ça notre difficulté aujourd'hui, c'est comment on change la mentalité de toute une chaîne, y compris l'assurance, hein, puisque in fine c'est quand même un problème assurantiel, y compris pour nous les architectes, et qu'on ne peut pas complètement se mettre en dehors des règles. Voilà. Voilà, on avait d'autres remarques sur, par exemple, les ingénieries existantes, les CAE notamment, qui existent sur chaque département et qui est une ingénierie disponible pour les petites communes. On avait une autre question sur comment intégrer dans ces réflexions de sobriété foncière le souhait grandissant des personnes d'autoproduire leurs aliments, euh, potagers, vergers, petits élevages. Alors, je pense que on a assez d'exemples aujourd'hui à grande échelle et à petite échelle euh, pour s'assurer que c'est possible.
à Bordeaux, par exemple, hein, vous le savez bien, le grand opérateur social de Bordeaux a réussi dans ses grands ensembles à constituer des fermes urbaines, hein, avec effectivement du maraîchage, mais aussi une petite serre, etc., qui fait que plutôt que de laisser des espaces euh, très coûteux en entretien et qui ne servent pas à grand-chose, on peut justement commencer à redonner un usage, un vrai, hein. Il ne s'agit pas d'enlever tout l'usage récréatif, bien sûr que non, mais c'est aussi un usage récréatif de faire son potager. En formation des DQE, on montre belle référence aussi de Chalon-sur-Saône, hein, où on a une réussite complète de toute une zone de potager qui a été préservée par rapport à la construction dense de maisons individuelles à étages, etc., et qui montre qu'effectivement il est possible de faire ça, et c'est même souhaitable parce que c'est vraiment très chouette de faire du potager ensemble. C'est une des activités les plus socialisantes, y compris avec les enfants, etc., etc. Et donc, il n'y a pas de contradiction entre faire de la densité et, évidemment, cette densité ne doit pas exclure l'intensité végétale, qu'elle soit maraîchère, qu'elle soit d'arbres, qu'elle soit ce que vous voudrez, hein. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'on va y arriver, parce que si c'est pour refaire de la maison toute bourrée, 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 les gens ne voudront pas, tout simplement. C'est aussi simple que ça. Donc, c'est là tout l'apport que peut avoir un certain nombre de concepteurs, c'est de comment on fait effectivement de cette densité, mais en faisant l'intensité végétale qui va avec. Une remarque, remarque slash question, et si on réduisait la surface des logements et des réactions, remarques associées. La première, les étiquettes énergétiques sont au mètre carré et peuvent bien noter des logements de 300 mètres carrés. N'est-ce pas contradictoire? Une autre remarque, comment cela se passe quand il faudra compenser en 2050 au mètre carré près et que certaines communes n'auront plus forcément l'équivalent au mètre carré à rendre? Par exemple, pas de friche. Et une dernière remarque sur les dents creuses, qui restent de la consommation foncière, au final. Alors, moi, je ne suis pas un excessif, hein, donc la dent creuse ne me pose pas de questions tant qu'elle est dans la tâche artificialisée et qu'elle est bien, elle offre des potentiels de polarité urbaine, c'est-à-dire qu'elle n'est pas évidemment à l'extrémité de la ville, mais qu'au contraire, elle permet d'accueillir, parce que je le rappelle, nous sommes encore un pays qui devons construire, hein. On est 67 8 millions, on va passer à 72, 75 d'ici 2050, parce que même s'il y a un effondrement aujourd'hui de la fécondité de la femme française, il y a quand même une inertie là-dedans qui fait que nous avons encore besoin de logements. Donc il faut bien, vous avez des chantres pour dire qu'il manque 1 ou 2 millions de logements en France, hein. Alors dans certaines villes, bien entendu, pas partout, hein. Euh, Par conséquent, utiliser la dent creuse ne me pose pas de questions. Comment on va faire quand on n'a pas de friche, quand on n'a rien à rétrocéder? Alors, j'en sais rien. Ça, c'est le législateur qui devra se prononcer. Moi, je ne sais pas. Ça m'étonnerait bien qu'on n'ait pas un bout de carrière, ça m'étonnerait bien qu'on n'ait pas un bout de parking derrière les pompiers ou je ne sais quoi à restituer et qui sert à rien. Ça m'étonnerait bien. Maintenant, sur la surface des logements, alors attention à ce qu'on raconte là-dessus, hein. C'est le grand, grand débat et le grand thème de nos amis les promoteurs, hein, qui continuent à serrer toujours plus le boulon en mettant l'entrée dans la cuisine dans le salon dans la salle à manger, et les placards dessous les lits et je ne sais où. Bon. Et qui fait qu'aujourd'hui, on arrive à des surfaces qui sont justement inhabitables et qui créent le besoin de maisons individuelles. Parce que qu'est-ce qui fait la différence entre une maison individuelle et un logement en collectif, qui sont à peu près le même prix? C'est que vous avez un garage avec la maison individuelle. Et ça, c'est 25 mètres carrés, qui sont gratuits, qui ne sont pas comptés dans la surface.
Donc, continuons à étrangler les surfaces en collectif, et là, vous êtes sûr qu'il n'y a aucun moyen d'arriver à la densité. Si on veut faire aimer le collectif, le petit collectif, l'intermédiaire, hein, je parle bien, eh bien, il faut qu'il y ait des surfaces de rangement, il faut qu'il y ait des surfaces de resserre où on peut entreposer un minimum de choses et ce qu'on appelle les espaces servants pour que l'espace servi, le salon, la chambre, etc., garde des dimensions qui sont compatibles avec une vie normale. Très bien. Merci, Christian, pour ces réponses et ce plaidoyer. On va passer au temps retour d'expérience avec juste une petite indication en termes de ressources et d'ingénierie. On nous indique aussi les agences d'urbanisme qui sont aussi un acteur qui peut être mobilisé, notamment lors de la révision des PLU. Oui, absolument. Et il y a vraiment des aides à aller chercher un peu partout. On va parler maintenant donc dans ce deuxième temps d'un certain nombre de retours d'expérience avec les difficultés qui sont. Je ne suis pas là pour arranger la situation. Au contraire, c'est pour partager avec vous les difficultés qu'on rencontre au jour le jour pour arriver à faire cette densification, ce recyclage, cette réhabilitation, ces agrandissements, surélévation, comme on a parlé. Quatre projets rapidement. Donc le premier concernera l'habitat et les trois autres plutôt de l'équipement, puisque c'est le sujet qui intéresse la région, puisqu'elle subventionne plutôt donc justement l'équipement, hein. Mais on ne peut pas ne pas parler une minute d'abord de cette question du logement. Sinon, on passe à côté complètement du sujet. Alors, juste pour vous situer les enjeux, dans les villes, ce qu'on appelle aujourd'hui les petites et moyennes villes, qui sont probablement les endroits où il faut encore amener de la population. Et c'est mon point de vue, il est personnel, mais stopper la métropolisation autour de 25 villes en France qui sucent toute la substantifique moelle économique, sociale du pays avec des coûts phénoménaux derrière pour que ça marche. Hein, pour y mettre du transport, pour y mettre etc., etc. Alors qu'on a un tissu de petites et moyennes villes qui pourrait tout à fait accueillir, voire de plus petits encore. Et c'est le cas notamment de Bourg-en-Bresse, hein, qui sont ces villes qui se sont vidées à l'intérieur euh, au bénéfice des grandes couronnes, enfin de la première couronne, voire la deuxième couronne, parce qu'elles n'avaient pas de PLUI intercommunaux, et donc faisait que, ben, oui, les petites villes autour ouvrent les terrains à l'urbanisation, comme ça, très facilement, très naturellement, et donc comme je le disais tout à l'heure, c'est plus cher d'habiter en ville, on a moins de surface, c'est beaucoup plus... voilà, on part et on va construire dehors. Donc, ces villes ont une grosse difficulté parce que c'est elles qui tiennent, pour le coup, les grands équipements, hein, le théâtre municipal, je ne sais pas quoi, enfin bon, voilà, mais qui a de moins en moins d'habitants. Donc, l'équation, elle ne tombe plus à la fin du budget communal. Et donc, ici, c'est le cas à Bourg-en-Bresse où il y a encore quelques zones d'urbanisation possibles dans la tâche urbaine sans aller chercher justement en plein milieu de la campagne ou des grandes entités forestières l'urbanisation. Et on nous avait confié à l'époque donc pour un PAE donc un plan d'aménagement d'ensemble d'une zone ici pas très loin de la zone la plus historique consolidée de la ville par là. On va voir ça dans le détail. Donc on est ici vraiment à l'approche du centre, 10 minutes en vélo, on va dire, hein, c'est après ça hein, l'idée. Et vous voyez, on est sur des grandes entités paysagères planes, voilà, prairies, jardins justement. Et quand on commence cette étude, juste pour vous montrer d'où on partait, vous voyez que sur les zones qui sont ici, il y avait deux zones, hein, une ici, là, les jardins familiaux entre les deux. Eh bien, on a fait comme on a fait d'habitude, on a appelé le géomètre, hein, et on a divisé la parcelle qui fait pourtant, si je prends que ce morceau-là, 3 hectares 8 ou 9, et qui se retrouve avec moins de 30 lots.
hein, avec en plus, comme vous pouvez constater, des maisons là qui viennent bien écrabouiller le ruisseau et sa ripisylve, qui sont des corridors écologiques absolument à préserver aujourd'hui. Même pire que ça, c'est-à-dire que le chemin qui était ici, ben, on vient le détourner pour pouvoir mettre 2, 3 parcelles supplémentaires et on vient encore écrabouiller tout ce qui fait la biodiversité du corridor écologique. Heureusement, les pluies étant diluviennes cet automne-là, les engins de chantier se sont enterrés et la voie a persisté. Et donc le ruisseau a gardé son corridor. Mais c'est ça la logique, hein. On se dit, tiens, on veut garder des gens pour qu'ils partent pas à la périphérie, on va faire comme à la périphérie. On va garder des gens en faisant des petits bouts de l'eau, des impasses, vous voyez, des trucs enfin, sordides, quoi. Et qui, alors, détruisent le vivre ensemble, hein, pour le coup, hein. Voilà. Euh, alors, avant même de commencer à urbaniser un truc comme ça, eh ben, il faut effectivement poser un certain nombre de grandes règles. Et ici, on est aux grandes entités paysagères, hein. On l'a dit, forestières, agricoles, d'eau, etc. Donc, il faut absolument que les corridors écologiques ne soient pas interrompus. On est sur ce terrain au bord de ruisseaux, donc il faut laisser la zone humide qui entoure le ruisseau tranquille. Si on doit pouvoir urbaniser, on va donc se resserrer sur une portion du terrain et pas sur tout le terrain. Et puis on va laisser aussi divaguer la rivière si elle doit divaguer. Donc avoir des zones inondables. Laisser la crue s'épandre si elle doit le faire. Tout ça, c'est avant même de faire du projet. On va commencer par étudier comme il faut cette dent qu'on peut considérer qu'effectivement elle est creuse. Enfin, elle est entre une urbanisation ici, une autre là. Et donc, effectivement, il n'y a plus moyen d'y faire de l'agriculture ici. C'est fini, c'est terminé. Donc, laissons les grandes fonctions biologiques et écologiques se faire, mais profitons-en pour construire. Et on est arrivé à cette proposition d'urbanisation de cet endroit avec effectivement une desserte par une seule voie, une petite voie à sens unique qui permet de desservir une centaine de logements. Je ne parle plus de 30, je parle de 100. Donc j'ai fait x3 avec ce qu'on appelle ici un premier rang, un deuxième, de part et d'autre de la rue, et puis derrière un deuxième rang qui n'est pas forcément desservi par une rue ou une route, mais une petite courée sur laquelle on va installer effectivement un certain nombre d'équipements. Et puis au centre, on va garder une grande plaine récréative, jardin collectif, on y mettra du maraîchage si on a envie, on y mettra des jeux pour enfants si on a envie, on y mettra ce que vous voudrez, mais pour pouvoir faire ça, on s'est aussi resserré, c'est-à-dire que vous voyez qu'ici, par rapport à la rivière, on lui a d'abord laissé son corridor, on y a installé des potagers, parce qu'il n'y a rien de mieux pour protéger une rivière que d'y mettre un usage. Si vous n'y mettez pas d'usage, eh bien, évidemment, on va aller piétiner et tout foutre en l'air, en réponse et en miroir à ça. Et puis, on va devoir gérer la voiture. Parce que pour mettre 100 logements sur cet endroit-là, avec un PLU qui vous dit, comme à peu près partout en France, 2 places de stationnement, parce qu'on est à la campagne, plus encore un petit peu pour les visiteurs, ben, si vous n'avez pas une stratégie pour gérer la voiture là-dedans, ben, évidemment, elle va vous bousiller la grande plaine qui est au milieu, le petit réservoir. Et donc ici a été proposé et a été en partie suivi, pas complètement, ça c'est la ferme historique qu'on a gardée, évidemment, et ça, ici, ce sont des plaques de stationnement, c'est-à-dire qu'on regroupe les voitures dans des endroits qui fait que le jour où on se déshabituera un petit peu plus de la voiture, on pourra en plus récupérer ces surfaces. Voilà les propositions, et ça donne des formes urbaines par plot, qui sont ce qu'on appelle de l'intermédiaire, c'est-à-dire qu'on peut avoir un logement en simplex en bas, un duplex en dessus, accessible par les pignons ou par derrière. Et évidemment, ici, on contrôle que le resserrement n'empêche pas l'entrée du soleil à chaque heure de l'hiver. Vous voyez, vous avez une coupe ici, donc 3 rangs, la plaine centrale, et puis on descend progressivement et on laisse le corridor écologique. Ça, c'est la démonstration qu'il est possible de construire, il est possible encore de construire, mais en étant respectueux, précautionneux des grandes fonctions biologiques qui étaient là avant nous et qui devront être là après nous. Hein. Et vous voyez que sur ce décompte,
entre ces intermédiaires, ces groupés, ces maisons en bande, etc., nous sommes arrivés effectivement à mettre 100 logements sur 3 hectares 8 que nous bâtissons seulement 7000 mètres carrés. Donc, ça fait effectivement un coefficient de surface d'imperméabilité de 38%. Voilà. Et l'emprise au sol de 18. Donc, on n'est pas obligé de tout mettre à plat, de tout tartiner, de tout enrober. On peut mettre 100 logements sur 3 hectares 8, ça fait du 26 logements à l'hectare. Hein, et on aurait pu sûrement aller un tout petit peu plus loin, mais on a réussi aussi à mettre les 205 bagnoles. Alors, comment on fait ça? Ben voilà, ici, nous, on a eu un lot de ça. Ben, on a fait 37 logements, 6 plots. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et sous un des plots, ben, on a mis un des stationnements. Voilà, on a regroupé le stationnement. Ça donne des logements tout à fait euh, un- sympathiques. On a très peu de turnover là-dessus. Vous voyez que par derrière, on peut accéder ici, en l'occurrence, au duplex. En bas, on a le simplex. Ça va poser des questions. La question de la terrasse au-dessus du salon de l'autre, ça va poser des questions. On est d'accord. Ça veut dire qu'effectivement, il faut être attentif à ça. Mais c'est à ce prix-là et en intensifiant tout le végétal qu'on réussit à faire cette densité-là avec une petite place pour les enfants. Ici, la plaque de stationnement dont je vous parle, où on va mettre en plus une chaufferie au bois collective qui va permettre évidemment de chauffer l'ensemble des 37 logements avec un accès par derrière sur ces duplex-là. Voilà, c'est une référence qui nous permet de dire que le logement intermédiaire, c'est vraiment la forme sur laquelle il faudrait travailler et il y a moyen d'avancer véritablement pour garder toutes les qualités de l'individuel qui est effectivement plébiscité par les Français, mais qui nous permet de nous resserrer et de revenir à des choses entendables, soutenables, compatibles avec les trajectoires qu'on a dit tout à l'heure. Ça, c'est un tiers-lieu que donc, on est ici dans le pays d'Aurillac, donc 63, dans le Cantal. Et c'est un exemple assez intéressant de recyclage, puisque en l'occurrence, les 2 bâtiments de ferme que vous voyez ici ont été transformés en un tiers-lieu, qu'on appelle les granges. Et si on regarde la position simplement de ces 2 éléments de bâti qui sont là, et qu'on retrouve ici sur les images là, on les voit complètement serrés, denses. Alors, typiquement, l'extension urbaine, telle qu'on les adore, avec les boîtes à chaussures d'entrée de ville, etc. etc. C'est d'autant plus remarquable que ce n'était pas gagné d'avance de ne pas mettre un coup de boule là-dedans pour y installer quoi? Une école de musique, une école de danse, un centre social et culturel, une résidence d'une compagnie de théâtre assez reconnue là-bas qui prend le pilotage des activités culturelles, un espace de coworking, un Fab Lab, un labo de médias et une salle de visioconférence. Voilà. On doit ça donc à l'atelier du Rouget, hein, Simon Tessou, Grand Prix de l'urbanisme en 2023, pour justement toutes ces micro-interventions dans notamment le rural. Il est aussi directeur de l'école d'architecture de Clermont et Global Award Sustainable Architecture 2023. Je rappelle qu'on vient d'avoir les résultats de 2024, hein, de l'équerre d'argent. C'est une réhabilitation. Donc le thème est bien là. Si vous voulez, on n'en est plus forcément à célébrer la dernière magnifique œuvre de l'architecte célébrissime, mais que de plus en plus, ces thèmes-là émergent, y compris dans les prix et les récompenses, et c'est de bon aloi. Voilà. Donc ces 2 fermes, évidemment, qui étaient abandonnées depuis longtemps, construites au XIXe siècle, vous imaginez bien que pour répondre au programme très mixé, justement, il a fallu d'abord qu'il y ait un bon programmiste, hein, et pas seulement un bon programmiste, mais un programmiste avec une mairie qui travaille une fusion ou une confusion hein, des programmes. On a plusieurs besoins, on va essayer de les établir et de les faire cohabiter dans une même entité foncière.
Hein, on ne va pas construire un théâtre de côté, une visioconférence de l'autre, etc. Donc tout ça forme un programme et on trouve le moyen évidemment de transformer des fermes pour accueillir ça, évidemment en perçant, hein, forcément, en refaisant les toits, en changeant les planchers, donc en gardant les enveloppes principalement, voilà, et avec tout un travail microscopique, on pourrait dire, sur la transformation de ces bâtiments. C'était très compliqué à faire parce que le budget était très serré et euh, donc si Montessus le dit bien, pour arriver à rentrer dans les coûts, il faut à un moment donné faire des arbitrages. Parce que réhabiliter, on le sait, c'est bien souvent au moins si cher, si ce n'est plus. Et là, l'arbitrage qu'il a fait, c'est de faire travailler effectivement autre chose que de la plaque de plâtre pour faire les cloisonnements, etc., etc. Il est parti sur tout à fait autre chose avec une entreprise locale qui a travaillé sur l'ESB pour en faire du M2, de la séparation, de l'acoustique, enfin tout ce qu'on connaît bien. Donc sur un matériau très cheap, on pourrait dire, et avec une esthétique volontairement simple, épurée, rustique, on pourrait dire, mais qui renouvelle le genre et qui fait que on arrive à rentrer à peu près dans les coûts, les chemins de câble sont visibles, on plafonne pas tout, on replafonne pas tout. C'est d'autres manières d'aborder effectivement les sujets. Il y a quand même de la correction acoustique. Bon. Et aujourd'hui, il y a un théâtre, et aujourd'hui, il y a une salle de visio, et aujourd'hui, il y a un Fab Lab, enfin un Media Lab, plus exactement, les compagnies, un espace work, c'est une très grande réussite pour tout le territoire. C'est un endroit où se mêlent les populations, les générations. Vous voyez bien qu'entre les gens qui sont ici et les gens qui sont là, c'est pas les mêmes évidemment venus, c'est pas, on vient de plein d'endroits, de différents horizons sociaux, économiques, etc., etc. Voilà typiquement une opération très bien réussie. Et elle réussit pourquoi? Ben parce que d'abord, on est clair sur la direction. On veut recycler du foncier et réhabiliter du patrimoine mineur. C'est pas évidemment des fermes comme ça, il y en a plein dans le coin, forcément. Mais elles ont tout leur intérêt. Si vous les cassez, vous allez faire des tas de pierres. Vous les mettez où, ces tas de pierres? Hein, ça va finir encore où, cette histoire-là? On ne sait même plus aujourd'hui construire en pierre. Alors oui, ça coûte un tout petit peu plus cher, mais faisons des arbitrages et surtout, d'abord, la Comcom a su établir une conjonction programmatique, comme je l'ai dit. Donc elle a bénéficié d'un très bon programmiste qui n'a pas a priori dit ça coûtera plus cher, on casse, on refait. Il a bien voulu travailler et probablement simuler, etc. Et puis ensuite, ben, il faut aller se donner les moyens. Donner les moyens, c'est quoi? Ben, c'est évidemment de travailler avec tous les fonds qu'on peut mobiliser. Par exemple, ceux de la région, qui, conditionnalisant ces aides, va évidemment ici se porter sur ce type de projet. Mais c'est l'Europe qui a permis de faire sortir un chantier démonstrateur de bois en l'occurrence donc avec l'entreprise locale. Et puis c'est l'opération visioconférence, et puis c'est l'animation des usages numériques. Il y a des sous, même si on va rentrer dans une période très compliquée, nous le savons tous. Il y a des sous, il faut effectivement savoir aller mobiliser cet argent, et c'est même pour moi le principal de ce que devrait faire un élu. Finalement, on arrive à un projet local qui va réduire très significativement l'empreinte carbone et globale de l'équipement qui vous est présenté là. Bravo donc à cet atelier du Rouget, Simon Tessou. Voilà. Un des programmes qui se construit le plus en France, c'est quand même l'école. Hein, bon. Là, c'est en l'occurrence donc une école dans une petite ville, Fontaine-Saint-Martin, de l'extrême nord de l'aire d'influence de la métropole de Lyon, donc qui accueille évidemment de plus en plus d'habitants, puisqu'on ne peut plus vivre, on ne peut plus acheter, on ne peut plus s'installer dans une grande ville en France, et qui se trouve être, comme beaucoup de ces petites villes, avec un groupe scolaire qui est saturé. On est sur donc
un programme qui compte, alors vous voyez, c'est la petite ville type, hein, c'est-à-dire on a le petit centre-bourg avec l'église ici, la mairie là. Dans les années 80, on est venu faire une espèce de place Charles de Gaulle en rond. Il n'y a pas l'Arc de Triomphe, mais presque. Et puis ici, vous êtes derrière avec le groupe scolaire qui est en deuxième rang, mais qui, s'il n'était pas là, ne permettrait pas aux quelques petits commerces qui sont là de vivre. Donc la ville décide de dire, bah, on va rester ici, on ne va pas aller se mettre sur encore un autre foncier, comme vous pouvez voir ici le centre-ville. Ils auraient pu, bien sûr, déclasser un terrain et puis mettre l'école avec tout son stationnement bien peinard à l'extérieur de la ville. Non, là, il est considéré qu'il faut refaire et consolider le peu qu'on a déjà dans ce centre. Euh, alors, c'est sûr que quand vous regardez les photos de ce groupe scolaire existant, ça fait pas rêver. On est d'accord. C'est moche, c'est d'époque, mais ça a plein de potentiel en vérité si vous changez vos lunettes. Il y a des trucs à casser, il y a des trucs à nettoyer, il faut purger, il faut etc. Mais ça abrite toute une expérimentation pédagogique des années 70-80. Ici, par exemple, les sempiternelles classes que nous faisons aujourd'hui rectangulaires, toujours les mêmes, eh bien, elles étaient très, très, très travaillées. Dans une unité de classe, vous aviez ici à la fois le vestiaire, le sanitaire, la petite classe en bas, une estrade ici, une mezzanine en haut, et l'enfant a un parcours, on est en maternelle, a tout un parcours possible et qui n'a rien à voir évidemment avec les sous-groupes que nous faisons dans un rectangle. C'est du vrai patrimoine. Casser ça, ça serait très dommage. Aussi, oui. 5 minutes. Donc, bah, les autres, on va y aller à 5 minutes. Donc, oui, bah oui. Alors voilà, c'est 7 classes, 12 classes élémentaires, des locaux servants, un restaurant scolaire et beaucoup de superficie. Alors nous, on a décidé, le programme était assez rédigé pour tout casser. Il avait vraiment, on sentait qu'il avait, tous les liens fonctionnels étaient faits selon un plan type, etc., où il fallait tout bousiller. Et on nous laissait le choix dans le programme. À la dernière minute a été inscrit dans le programme une ligne qui disait, attention, euh, si des candidats le jugent opportun, ils peuvent garder une partie significative des locaux. C'est ce qu'on a fait. On a gardé tout cet élément de l'élémentaire, tout cet élément de la maternelle. On a reconstruit un front, on a tissé, relié, cousu, installé le restaurant scolaire, refait des cours qui, comme vous l'avez remarqué, étaient des cours absolument attrayantes pour des enfants, n'est-ce pas? Bien imperméables. Et on a donc réhabilité, on réhabilite, on est en cours de chantier, à 40%, on a gardé l'existant et donc on a seulement créé 60% des nouvelles surfaces, en évidemment en retraitant, en réincorporant, en remettant en service ces bâtiments qui ont tenu 40-50 ans et qui sont susceptibles de refaire génération. Voilà. Vous voyez ici la partie élémentaire qui émerge au sein du porche d'entrée, etc. Et nos classes, eh ben, on les réhabilite aussi et on garde ce patrimoine ce patrimoine pédagogique et de toutes les expérimentations qui ont eu lieu. Mais véritablement, tout le monde est contre nous, hein. On gagne au jury face effectivement à nos confrères qu'on aime beaucoup, qui eux avaient tout foutu en l'air. Donc c'est quand même un signe que ça avance. Et puis ici, pour finir, il m'en reste plus qu'un, hein, c'est ça? Oui, c'est celui-là. Je voudrais attirer, donc on est chez vous, en Bourgogne-Franche-Comté, et il s'agit on est dans le quartier de Planoise, d'un gymnase ici qui est à côté d'un collège, voilà, et qui fait partie voilà, des quartiers sensibles, avec donc derrière tout le financement qui fait sens. Et ce gymnase dispose simplement d'un tout petit terrain de sport en bordure d'une doline qui elle-même a été imperméabilisée, etc., etc. Et donc, la ville considère qu'on doit pouvoir doubler ce gymnase sans tomber celui-ci.
Alors, à quoi il ressemble celui-là? Voilà à quoi ça ressemble un gymnase, construit en même temps que la Planoise. Vous voyez qu'effectivement, c'est pas marrant, c'est pas très chouette. C'est une pauvre caisse qui est une passoire thermique totale, bien entendu, portée par une toute petite structure métallique très fine, hein, et avec du dempalon, enfin, pour seule couverture ou du bac acier. Et on se dit, effectivement, à première vue, purée, mais qu'est-ce que ça serait bien de foutre un bon coup de balai là-dedans? Eh bien non. L'idée ici, c'est de dire, voilà, on fait la réplique, hein, ça c'est le gymnase existant, on tire une grande voie piétonne entre les différents quartiers ici à travers des deux salles. Les deux salles doivent pouvoir fonctionner ensemble, parce qu'ils accueillent des très grands événements, des très grands tournois, donc avec 500 places ici, 200 places là, et on obtient effectivement un complexe qui réintègre complètement cette masse-là avec ses vestiaires, etc. Et là encore, on arrive à une proportion d'environ 41-58 de surface réhabilitée. Voilà. Et donc, on pousse le bouchon loin, c'est-à-dire qu'ici, on dit que ça, si c'est ça, c'est le yin, et bien ça, c'est le yang. Et donc, ici, on est en vertical, on le pousse à l'horizontale. Celui-là est noir, celui-là est blanc, etc., etc. Et on fait un jeu comme ça. Et surtout, on réhabilite aussi toute la doline. C'est-à-dire qu'elle devient la piste d'entraînement, etc. On la revégétalise, on enlève toutes ces cochonneries. Et regardez, à la fin, ça donne quand même quelque chose de cette salle qu'il fallait foutre par terre, tout à fait vivable. Alors, bien sûr, c'est très compliqué, parce qu'alors là, les diètes structurelles vous disent, mais surtout pas. Et puis, il faut évidemment refaire une enveloppe. Cette enveloppe, il la faut autoportante, parce que les pauvres petites structures métalliques ne peuvent pas la prendre. Et il se pose en plus la question de l'isolation thermique du toit, parce qu'évidemment, la ville voudrait pousser le bouchon pour aller jusqu'à des isolations biosourcées, laine de bois, tout ce que vous voudrez, qui là vont dépasser les poids admissibles. Donc oui, il y a des compromis à trouver, et là, il faudra passer en polyuréthane pour ne pas surcharger et pourtant bien isoler un bâtiment qui a... Mais tout le monde vous dira, le bureau de contrôle, le structureux, l'économiste, mais non, tu t'échines, ça sert à rien, etc. Et tout le tas de ferraille, là, on en fait quoi derrière? On peut même pas faire, nous, on fait en ce moment un autre groupe scolaire, on voulait démonter les charpentes en bois pour faire les préaux, et bien même là, le parasismique, on est à plus de 8 mètres, moins de 8 mètres, etc. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Toute la corde réglementaire va contre ce qu'il faut essayer de faire aujourd'hui. J'ai fini. Parfait. Merci Christian de nous avoir rappelé l'importance de se glisser dans l'existant et dans le respect du vivant et des trames écologiques et fonctions biologiques. Et aussi d'essayer de faire citer ensemble en rétablissant en creux aussi la prérogative du politique et de la vision de son territoire au maire. Voilà, on a eu quelques remarques, questions, notamment sur la première opération que tu nous montrais, celle du tyran à Bourg-en-Bresse. Comment est traitée l'accessibilité dans cette opération? Tous les logements, évidemment, à plat par terre sont accessibles. Alors, ça se complique d'une petite chose, c'est qu'effectivement, nous, on a fait des nous pour tout le drainage du terrain, etc. Donc, ça veut dire des passerelles, des choses comme ça, hein, qui passent au-dessus des nous. Donc, ça pose toujours un peu des questions d'entretien, de maintenance, de ces choses-là. Et les duplex ne sont pas accessibles, parce que tout n'a pas à être accessible. Alors évidemment, dans le complexe, dans le duplex, on a forcément le respect de toutes les règles PMR qui s'y appliquent. Mais voilà. Une remarque sur la compensation ZAN ne pourrait-elle pas se faire en 2050 au niveau de l'EPCI? C'est possible, tout à fait. Si effectivement une ville qui appartient à une Comcom, et c'est pour ça que moi je milite depuis très longtemps, et là on n'est pas du tout tous d'accord là-dessus, pour que l'urbanisme remonte au moins au Comcom, ce qui est souvent le cas, mais il y a encore énormément à la campagne de Comcom qui ne souhaitent pas, qui ne veulent pas prendre la compétence, et donc ils la laissent au maire avec souvent le service instructeur, voilà, juste pour vérifier la règle.
mais qui, du point de vue des PLU, reste très gaulois, autonomiste, alors que c'est le bassin de ville qui compte en urbanisme, en déplacement parlé. Et des messages qui remercient pour ces exemples très pertinents et très parlants aussi, Christian. Merci à vous toutes et à tous pour votre participation active à ce 4e webinaire de ce cycle Changement climatique, transition écologique et éco-conditionnalité, les enjeux et les solutions, qui est proposé par la région Bourgogne-Franche-Comté en collaboration avec la SCOP Les Deux Rives. Merci encore, Christian, de nous avoir partagé ton expertise et ses retours d'expérience, qui soulignent notamment l'importance du faire avec l'existant, le patrimoine des territoires, l'importance du jeu d'acteurs pour mener ces stratégies, pour engager ce resserrement, avec toujours en ligne de mire le ZAN sans compensation d'ici 2050 pour éviter la bascule écologique qui arrive très vite. Et des retours d'expérience qui montrent que c'est possible de changer nos habitudes d'aménagement, de construction et de vie de façon soutenable et désirable. Se resserrer en faisant la ville courte, restructurer le peu dense, redensifier et réallotir les zones d'activité, c'est aussi retrouver une manière de vivre ensemble en société et de recréer du lien social. Le monde du bâtiment et de l'aménagement est aux avant-postes pour engager la société sur la nécessaire voie de l'adaptation. Merci beaucoup. Ouais, bah, écoute, pour terminer, on peut, dans la même veine que Christian, peut-être citer l'écrivain et poète Alain Damasio qui a écrit « Je pense qu'il faut construire des alternatives, proposer d'autres façons d'exister, de s'alimenter, d'habiter, puis de montrer que ça marche et surtout que ça nous rend heureux et libres. Pour moi, l'espoir et les avancées concrètes se forment dans ces zones rurales et par ces expériences. Que ce soit du maraîchage de montagne, économie du gratuit, intelligence collective, renouement aux forces du vivant, techniques de subsistance, fluidité de genre. »